Salut tout le monde, je me suis déjà fait la réflexion que sur cette chaîne, je ne parlais pas assez d'animation française. C'est vrai ça, faut montrer que je suis fier de mon pays quoi, zut. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'animation venant d'Inde. Ça se voit que je savais pas comment introduire ? Ouais, sans doute un peu hein. Je vous présente le studio d'animation favori de l'Inde contemporaine. C'est ce qui est indiqué sur leur site internet du moins. Vaibhav Studio, fondé par la personne du même nom. Non, il ne s'appelle pas Vaibhav Studio, voyons, il s'appelle Vaibhav Kumaresh. Bref, lui et son studio sont des majors dans la production animée en Inde. Ils sont non seulement versatiles en termes de style, de médium et de projet, passant de spots publicitaires pour des clients internationaux à des projets locaux, et justement, ils sont derrière quelques des projets locaux les plus connus là-bas, même si pas forcément autant connus en Occident. Et parmi ceux-là, une petite série animée qui ne paye pas de mine, mais qui fait son petit trou en tant que programme de pas moins que Cartoon Network, Lumput. Apparemment c'est comme ça que ça se prononce. Lumput a quelques honneurs à son actif. Étant la première fois du studio dans le contenu épisodique, après avoir surtout percé dans la publicité et les spots TV, tout au plus une série de cours destinée à une chaîne locale mettant en avant le personnage de Simpu, l'une des premières productions venant d'Inde à s'être vendue à destination d'une diffusion mondiale à partir d'une bible, et enfin une série ayant permis à Vaibhav Studio d'être à ce jour le seul studio indien à avoir reçu une nomination dans la catégorie animation aux Emmy Awards internationaux. Et pourtant, sans trop m'avancer, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. Et je ne peux pas vous en blâmer, mon premier contact avec ce dessin animé s'est fait de manière hasardeuse. J'ai été fasciné par cette tentative de retour aux sources pour le cartoon. Des petits sketchs comme ceux qui ont conduit à la création même de Cartoon Network, tels les Looney Tunes et Tom et Jerry. Ce alors qu'aujourd'hui c'est surtout avec Gumball et Teen Titango que la chaîne fait son beurre. Mais j'ai surtout été étonné de constater que presque personne ne parle de cette série, alors qu'elle est assez intéressante à plus d'un titre. Donc commençons par le commencement. Lumput, qu'est-ce que c'est quoi? Le concept est très simple. Le personnage éponyme est une sorte de blob orange doué de conscience et métamorphe, et tout au long des épisodes, il est poursuivi par deux scientifiques qui tentent de le capturer pour le ramener au laboratoire d'où il est originaire. Un concept pensé pour privilégier du storytelling visuel comique épuré, les personnages parlant majoritairement en charabia quand ils parlent tout court. Et ça a attiré l'œil de Cartoon Network, qui recherchait du nouveau contenu pour sa division Asie-Pacifique. Ce après une tentative infructueuse de Kumaresh de pitcher son idée à Nickelodeon. Fun fact, Lumput est designé ainsi comme une sorte de tentative de caresser Nickelodeon dans le sens du poil. Un blob orange collant bien sûr à l'identité visuelle de la chaîne, notamment grâce à son fameux logo. Mais visiblement, la flatterie n'a pas marché. Qu'à cela ne tienne, c'est chez Cartoon Network que le projet prend forme finale, à savoir une succession de sketchs très courts mettant en avant les diverses façons du blob d'échapper aux scientifiques éternellement à ses trousses. L'on pense à un mélange de Tom et Jerry pour la roublardise du blob et la chasse qui se poursuit de location en location, et de Bip et Coyote pour la persévérance des trackers qui doivent redoubler d'ingéniosité face à une bestiole essentiellement cheatée. La série commence à faire ses preuves avec 46 sketchs de près de 15 secondes chacun, comme s'ils ont été conçus comme des bumpers dont la chaîne est friand. Et non, quand je dis bumper, je ne pense pas à ce genre de bumper, c'est le terme utilisé pour ces petits sketchs entre deux programmes, couramment conçus pour faire la promotion de l'un d'eux, pour refléter l'identité de la chaîne, pour proposer des petits sketchs créatifs bonus, et j'en passe. Chaque sketch est donc naturellement basé sur un gag distinct, afin de faire le maximum de ces 15 secondes sans déborder. On propose ainsi divers gags basés sur les facultés du blob éponyme, soutenus par un storytelling visuel pensé pour tenir cette courte durée. Le processus créatif de ces sketchs tel qu'expliqué par Kumaresh est intéressant. On réfléchit entre nous à des gags possibles et à comment les clore. Presque tout le monde au studio contribue avec de la narration orale de concepts, de croquis et de storyboard. On conserve les plus prometteuses. Mais comme la prémisse est visuelle en priorité, en général, on sait si ça marche ou non après l'avoir rendu en mouvement sous forme d'animatique. Le format 15 secondes est extrêmement sensible. Le moindre ajustement dans le timing ou les pauses peut faire marcher le sketch ou le détruire. Dans certains cas, les animatiques passent par quelques itérations avant qu'on en soit pleinement satisfait. Et quand c'est le cas, on essaie de conserver cette saveur jusqu'au bout. On sent effectivement un rythme soutenu où le moindre changement peut grandement faire la différence. Reste que ces sketchs donnent déjà un aperçu des promesses de cette série, malgré le format donnant une impression de faire la passerelle entre deux autres programmes de la chaîne. Si cela oblige une certaine restriction des possibilités, conduisant une bonne partie des sketchs à se baser sur le même principe de transformation pour duper les scientifiques, ou les mettre dans l'embarras dans une situation particulière, la créativité est démontrée au travers de la mise en scène de ce storytelling visuel. Pas mal de sketchs composés d'un même plan de 15 secondes, et en général faisant montre d'une certaine malice dans l'écriture des gags, avec quelques jolies subtilités visuelles et une gestion du timing rigoureuse. J'aime beaucoup cette volonté de garder le spectateur constamment en alerte face aux idées de mise en scène exploitant les formes et les couleurs, et ce qui pourrait ressortir de l'arrière-plan. Il y a une sacrée emphase sur l'aspect visuel donc, soutenu par un style simple mais affirmé. L'un des plus gros contributeurs à cet aspect de la série est Anand Babu, aux multiples influences d'après ses propos, allant des cartoons de Tex Avery au plus récent Laboratoire de Dexter de Genndy Tartakovsky. Personnellement, je ne sais pas si ça fait partie des influences, mais je trouve qu'il y a un côté de
Patty frilingue, particulièrement la Panthère Rose, avec ses designs simples monochromes pour les personnages, et les récurrences, comme cet homme moustachu endossant plusieurs casquettes au cours de la série, rappelant le petit homme auquel la Panthère est souvent confrontée. Le style est moins abstrait cependant, on a le droit à des arrière-plans clairs et comme fraîchement peints par l'artiste Ganesh Kotal en majorité. D'autant qu'il y a toujours une volonté de variété de ce côté-là également, pour coller à l'ambiance et pour accentuer le côté chasse perpétuelle, quel que soit le moment de la journée ou les lieux. C'est très plaisant à l'œil, aidé par les couleurs également, évitant généralement une trop grande dissonance avec les personnages monochromes. Tout cela agit comme un apéritif prometteur, mais juste un apéritif malgré tout. Et puis vient la saison 2 et une possibilité de pousser les choses encore plus loin. Avec désormais une durée de 2 minutes par sketch, ceux-ci peuvent se permettre une plus grande créativité conceptuelle. Les lieux d'affrontement se diversifient de plus en plus, le contexte s'étoffe, les scientifiques montrent de plus en plus leur côté vil coyote dans les stratagèmes déployés pour capturer leur cible, et il y a plus de marge accordée au timing. Ainsi, les scénarios sont plus élaborés, si on peut vraiment parler de scénarii, ça reste une succession de gags la plupart du temps. Et ça impose moins de restrictions à la mise en scène de l'humour, qui peut vraiment prouver sa capacité à faire briller la comédie visuelle. Cette saison fait un peu saison de transition. Passer de 15 secondes à 2 minutes d'un seul coup n'est pas évident, et des fois les épisodes ont un peu de mal à venir avec une solide punchline. Il y a quelques cartoons très inventifs. Je suis particulièrement fan de quelques-uns, comme celui où Lumput utilise ses compétences de métamorphe pour faire croire aux scientifiques qu'ils sont dans une maison hantée. D'autres suivent la formule, pas désagréable mais routinière, de Lumput qui se transforme en objet spécifique qui apporte des ennuis aux scientifiques dans une situation spécifique. Ça rime beaucoup trop de fois. Bien qu'il trouve des manières créatives et bien rythmées de faire ça. À mon sens, le timing porte plus la chose que le slapstick lui-même, qui est plutôt mou plus ou moins consciencieusement. C'est plus dû aux personnages qui paraissent presque caoutchouteux et flexibles, donc ne vous attendez pas de la violence cartoonesque au niveau de Tom et Jerry, parce que dans Tom et Jerry, disons que tu pouvais la sentir la violence. C'est pas un mal cependant, quelque part je trouve que ça fait partie du charme enfantin de Lumput. Les personnages sont élastiques, mais chaque pose est dessinée sur flash avec très peu, voire pas du tout de twinning d'après Kumaresh. C'est quand même clair ce que je viens de dire. Bon, en gros le twinning c'est la technique d'animation qui consiste à créer des images entre deux poses, créant ainsi le sentiment de fluidité dans le mouvement. Lumput est économe à ce sujet pour privilégier une emphase sur chaque pose. La série continue d'évoluer et c'est ainsi qu'avec la saison 3, elle trouve possiblement son apogée. Elle propose plus de variété, dans les idées comme dans la durée des sketchs. Entre des sketchs de 2 minutes, on en a plusieurs avoisinant les 5 minutes, voire même quelques-uns atteignant les 7 minutes, comme un cartoon classique. Certaines bases autorisent une extrême inventivité venant de la mise en scène, en jouant avec le split screen par exemple, ou alors en abordant le territoire du cartoon musical guidé par un morceau de musique classique, avec un timing marchant sur les traces de ce que pouvaient déployer les artistes de l'âge d'or du cartoon. Bref, le terrain de jeu est encore plus large et ça occasionne quelques petites perles. La série est un peu moins intéressante au travers de ces épisodes axés sur une trêve temporaire entre Lumput et les scientifiques pour contrer un ennemi commun, ou sur Lumput aidant un nouvel ami, même si je conçois qu'il y avait aussi des épisodes de ce genre chez Tom et Jerry, même en mieux fait. Cela donne tout de même une nature de bon vivant à Lumput, et ce n'est pas un mal d'insuffler de la personnalité dans ses personnages. En tout cas, c'est bien à ce moment-là que la série dévoile son plein potentiel en ce qui me concerne. Un héritier des cartoons de poursuite bien dans son temps et inventif au possible, charmant tout plein et une jolie façon de perpétuer la présence des séries d'animation privilégiant l'action visuelle au dialogue, d'une manière différente que Primal. Je rapprocherai la tentative à ce que Xylam fait toujours par chez nous, permettant à cette tendance de vivre encore tout en gardant un style affirmé. La question étant, s'il y a toujours des studios pour perpétuer cette tendance, est-ce qu'il y a toujours un public pour la suivre? Eh bien, je dirais que Lumput est un cas de succès où ça n'a pas besoin de passer directement par les États-Unis pour se faire un trou, même pour une série Cartoon Network. La série n'est arrivée au pays des aigles chauves qu'en 2022, avec une première diffusion en avril sur HBO Max, puis en mai de temps en temps sur Cartoon Network. Jusque-là, la réputation de la série a dû se débrouiller sans, et mine de rien, elle s'est très bien débrouillée sans. Sinon, de toute évidence, on ne serait pas à 4 saisons à l'heure actuelle. Les clips et sketchs sur la chaîne indienne de Cartoon Network accumulent des millions de vues sur YouTube, sans parler de la diffusion sur les chaînes télévisées locales. Tel que je vois la chose, ça me fait penser à notre Guy et les cafards. Ce ne sera pas aux US que vous en entendrez le plus parler, mais les chaînes YouTube diffusant les épisodes ont toujours leur cote, et ça en a convaincu plus d'un autour du monde. Ça, c'est histoire de se rappeler que les US ne sont pas le centre du monde sur ce terrain. Ironiquement, c'est surtout sur l'animation américaine que ma chaîne a fait son beurre, je le confesse. Mais il est toujours bon de se rappeler qu'il faut garder ses horizons ouverts, et ça s'applique pour moi aussi, même si les US sont parmi les plus gros joueurs sur le terrain de l'animation évidemment. Le succès surprise de Lumput est une vision optimiste pour Leslie Lee, vice-présidente de la division Asie-Pacifique de Cartoon Network. C'est un grand accomplissement pour Lumput, une série 100% indienne, d'atteindre une audience mondiale. Si les séries à anthologie type What a Cartoon, Love, Death and Robots, la saison 2 de Star Wars Vision à venir et j'en passe prouvent quelque chose, c'est qu'il y a du talent partout dans le monde dans le territoire de l'animation. Souvent employé pour soutenir
soutenir la création de séries occidentales, mais non sans leurs propres projets et idées. Donc n'hésitons pas à rester alerte. Il y a sans doute des petites gemmes internationales qui peuvent nous passer sous le nez sans un gros soutien pour les mettre en avant à grande échelle, et qui ne demandent qu'à fleurir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!